troisième partie de notre émission avec l'actualité parlementaire et politique et les titres ce matin de cette actualité. Rebonjour Saveria, bonjour. Bonjour à tous. L'actualité aujourd'hui au Sénat, c'est le vote définitif de la loi Pacte, la loi pour la croissance et la transformation des entreprises. Les sénateurs ont modifié le texte, notamment en rejetant les privatisations d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux. Ils ont touché à plusieurs mesures concernant l'environnement. L'affaire Benalla, alors qu'un très proche d'Emmanuel Macron, Ismaël Aymenien, annonce son départ de l'Elysée, on a appris hier qu'Alexandre Benalla a bien négocié des contrats avec des oligarques russes alors qu'il était en poste auprès du président. Il avait affirmé le contraire devant la commission d'enquête sénatoriale. Et dans ce contexte très particulier de crise et de défiance, les parlementaires font face à une recrudescence inédite de violence contre eux. 70 élus ont été menacés, agressés samedi. Le domicile privé du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a été incendié. Les condamnations sont unanimes. Je vous le disais en titre, l'actualité aujourd'hui au Sénat, c'est le vote définitif de la loi Pacte, la loi pour la croissance et la transformation des entreprises. Les sénateurs ont modifié le texte, notamment en rejetant les privatisations d'Aéroports de Paris ou encore de la Française des Jeux. Ils ont également touché à plusieurs mesures concernant l'environnement. Les explications de Samia Dechir. Après 2 semaines d'examen, la loi Pacte version sénatoriale n'a plus grand-chose à voir avec le texte du gouvernement. La privatisation d'Aéroports de Paris, mesure phare du projet de loi, a été massivement rejetée, à droite comme à gauche. Est-ce qu'on doit donner une entreprise aussi stratégique à des mannes financières ou à des profits purement financiers? ADP est un aménageur national et international. Il faut le garder public. Il faut conclure. La privatisation de la Française des Jeux a subi le même sort. Seule la réduction des parts de l'État dans Engie à moins de 33% a été acceptée par la majorité sénatoriale. Autre volet de la loi Pacte largement modifié par la Chambre haute, celui de l'écologie. Les sénateurs ont repoussé d'1 an l'interdiction des couverts, touillettes et autres ustensiles en plastique. Motif, les fabricants auraient besoin de temps. Il faut que nous arrêtions ce que j'appelle et ce que nous sommes un certain nombre à appeler le plastic bashing. Laissons le temps à cette activité de pointe de s'adapter. La loi Pacte prévoyait aussi d'inscrire dans le Code civil l'obligation pour les entreprises de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités. La majorité sénatoriale y voit une contrainte supplémentaire pour les petites entreprises. Elle a donc voté contre. Mais l'Assemblée nationale, qui a le dernier mot, reviendra sans doute sur les modifications du Sénat. Et Saveria, dans l'actualité ce matin, comment sortir de la crise et redonner confiance aux citoyens? Gérard Larcher s'est entretenu hier avec Emmanuel Macron. Le président du Sénat veut mieux associer les citoyens à la prise de décision et au débat parlementaire. Il propose de ressusciter le droit de pétition avec un droit de suite au Sénat. Les explications de Marie Brémaud. Il est à nouveau dans l'air du temps, le droit de pétition. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il est déjà inscrit dans la Constitution, à l'article 69. Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition, dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition qui nécessite au moins 500 000 signatures, le Conseil économique et social a 1 an pour rendre un avis qu'il communique au gouvernement et au Parlement. Mais dans les faits, cette procédure n'est pas vraiment utilisée car trop complexe et obscure. Il n'y a pas du tout de visibilité pour un citoyen sur ce qui se passe avec sa pétition, quand bien même il aurait compris comment il peut la soumettre, ce qui est déjà un peu compliqué. Il n'y a pas du tout de retour de communication sur quelles sont les pétitions qui sont prises en compte ou non. Et surtout, il n'y a pas de critères qui sont vraiment transparents. Déjà, Emmanuel Macron, devant le Parlement réuni en congrès en juillet 2017, souhaitait mieux prendre en compte ce droit de pétition. C'est au tour de Gérard Larcher de remettre le sujet sur le tapis, alors que le pays traverse une crise institutionnelle et démocratique. Le président du Sénat propose ainsi la mise en œuvre d'un droit de suite. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait en sorte que ces pétitions, même si elles n'aboutissent pas toutes, même si elles ne reçoivent pas un oui de tous les parlementaires, au moins il y ait une suite. Et donc ce droit de suite évoqué par Gérard Larcher, il est très intéressant. Et c'est aussi un droit de réponse, je pense, à toutes les personnes qui aujourd'hui utilisent les pétitions en ligne et veulent avoir une réponse à leurs interpellations. Jusqu'à présent, la procédure du droit de pétition telle que prévue dans la Constitution n'a jamais abouti. Voilà, dans un instant, la deuxième interview politique de cette émission. On s'y retrouve, à tout de suite.
Bonjour Mathieu Darnaud, vous Bonjour. êtes sénateur bien sûr Les Républicains de l'Ardèche et merci d'être sur ce plateau ce matin. Merci à vous. Bonjour Mathieu Darnaud, l'actualité ce matin, ce sont encore, on le disait, ce sont encore les révélations dans l'affaire Benalla. Vous êtes membre de la commission de l'œuvre, vous êtes donc membre de la commission d'enquête sur cette affaire Benalla. Quel est votre sentiment ce matin? Est-ce que vous êtes consterné d'apprendre qu'Alexandre Benalla a bien négocié les contrats russes alors qu'il était en poste à l'Élysée? Oui, puisque je crois qu'il avait largement affirmé le contraire et en tout cas balayé d'un revers de manche les questions qui lui avaient été posées par les sénateurs sur ce sujet-là. Donc forcément troublé. Vous venez de le dire, il a affirmé le contraire devant la commission d'enquête. Il a donc visiblement menti. Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, a dit hier qu'il y aurait des sanctions si tel était le cas. Est-ce que vous, sénateur, membre de cette commission d'enquête, vous allez saisir la justice, vous allez saisir le parquet pour parjure? Est-ce qu'il y a parjure à votre sens? Il ne m'appartient pas, puisque vous savez, il y a des rapporteurs, il y a un président de la commission qui apporteront des réponses précises sur ce sujet. Encore une fois, moi, ce que je veux mettre en lumière, c'est vraiment le sérieux du travail du Sénat. Et quand on fait la rétrospective, quand je vois combien et comment le Sénat avait été pointé du doigt à l'époque par la ministre Belloubet, par des ministres du gouvernement, je m'interroge parce que je me dis que le travail et la qualité des travaux du Sénat contrarient un petit peu les positions qui avaient été prises à l'époque, après l'été, et au moment où le Sénat réaffirmait la nécessité d'aller au bout des investigations et des auditions. Et néanmoins, suite à ces dernières révélations, le Sénat doit-il saisir la justice? Ça ne peut être que mon avis. Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, il y a des éléments qui tendent à répondre par l'affirmative. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre en place une deuxième commission d'enquête parlementaire qui permettrait de reconvoquer certains protagonistes de l'affaire? C'est prématuré de le dire. Encore une fois, vraiment, je ne me hasarderai pas à répondre à cette question parce que justement, le sérieux dont j'évoquais, que j'évoquais par rapport aux travaux, a démontré que c'était aussi la capacité à prendre du recul et à vraiment aller au fond des choses. Et là, je fais toute confiance à nos rapporteurs et au président Bas pour apporter des éléments sur ces sujets-là. Mathieu Darnaud, l'actualité, c'est aussi bien sûr la crise des Gilets jaunes, ou plutôt la sortie de crise. Gérard Larcher a vu hier Emmanuel Macron. Le président du Sénat, il propose de réactiver le droit de pétition. Est-ce que ça serait utile selon vous, dans le contexte actuel? Oui, je crois que c'est très utile parce qu'en fait, tout ce qui peut permettre d'associer nos concitoyens au débat démocratique, lui permettre de peser d'une certaine manière sur le débat démocratique et de faire en sorte que l'on renforce ce lien, que l'on puisse peut-être plus efficacement prendre en compte les interrogations, les souhaits, les aspirations de nos concitoyens, va dans le bon sens. Donc je crois que c'est une idée intéressante, il faut la creuser, mais moi je fais partie de ceux, et j'ai eu l'occasion au cours de cette période de vœux, de rencontrer nombre de nos concitoyens, y compris des personnes qui participaient au mouvement des Gilets jaunes. Et je pense que c'est une idée intéressante. En tout cas, la situation actuelle nous oblige de réfléchir à tous ces sujets-là. Le Sénat a un rôle à jouer dans la sortie de crise? C'est un rôle essentiel. Moi, je le dis, le président Larcher a réaffirmé la nécessité du bicamérisme, la représentation aussi des territoires, parce que finalement, n'oublions jamais que cette crise, elle est partie des territoires, notamment de la ruralité, parce qu'il y avait beaucoup de sujets qui étaient devenus tellement anxiogène. Nous allons d'ailleurs aborder la question de la mobilité, qui est une question essentielle, parce que c'est pas simplement les modes de déplacement sur un territoire, c'est l'accès au travail, c'est faire en sorte qui sera examinée par le Sénat dans un mois. Voilà, dans un mois, et je pense que le Sénat, c'est la voix des territoires, ne l'oublions jamais. Et je pense que ce malaise que nous vivons aujourd'hui, cette crise que nous vivons, elle est aussi la crise des territoires. Mais précisément, Mathieu Darnaud, quel est le rôle que vous, élus des territoires, devez jouer, pouvez jouer dans le grand débat national, dans la sortie de crise? Que peuvent faire les élus locaux? De façon très pratique, en faisant remonter des sujets. D'ailleurs, j'ai vu que le président de la République redécouvrait l'importance des élus locaux, notamment des maires. Nous ne cessons de le dire, de le crier. Les maires sont ces sentinelles, finalement, de la République, sont les élus qui entretiennent ce lien de proximité avec
nos concitoyens. Encore une fois, les chiffres sont têtus, ça n'est pas un hasard si l'élection à laquelle participent le plus de nos concitoyens, c'est l'élection municipale. Eh ben, dans le prolongement, le rôle du sénateur, c'est de porter toutes ces problématiques, tous ces sujets anxiogènes pour nos concitoyens et faire en sorte qu'ils puissent être débattus au Parlement. Ça fait, je le rappelle, un peu plus d'1 an que nous alertions sur la problématique de l'augmentation du coût des énergies. Le sénateur Jean-François Husson, mon collègue Jacques Genest, 80 km le rappelait encore il y a peu lors d'une question à M. Griveaux sur le gasoil, sur les cigarettes. Voilà. C'est des sujets qui concernent le quotidien de nos concitoyens. Et vous savez, je trouve qu'on a un peu tendance à se perdre dans des débats secondaires. Moi, je pense que l'important, c'est ce que nous disent nos concitoyens, c'est occupez-vous de notre quotidien, de notre pouvoir d'achat, de la mobilité, voire aussi de la transition écologique, de tous ces sujets qui font notre vie au quotidien. Mathieu Darnaud, j'aimerais maintenant qu'on en vienne au sujet des violences. Les violences envers les élus, les violences envers les parlementaires. Le week-end dernier, le domicile personnel de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a été incendié. Les manifestants samedi ont tenté de prendre d'assaut l'Assemblée nationale. Jamais sous la Ve République, les élus n'avaient connu une telle vague d'agression. C'est un sujet de Quentin Calmet. La piste criminelle ne fait aucun doute, selon le procureur. Vendredi, avec la tentative d'incendie de la résidence secondaire du président de l'Assemblée nationale, c'est un nouveau cap qui est franchi dans la violence contre les parlementaires. De la France insoumise au Rassemblement national, c'est toute la classe politique qui s'est élevée pour dénoncer cet acte de violence. Effectivement, il n'y a aucune ambiguïté de ma part. Toute violence contre des élus du fait de leur mandat doit être totalement condamnée. Ce matin, le Premier ministre a exprimé sa colère, assumé un mandat, c'est s'exposer à la critique, mais cette violence et ces intimidations sont inacceptables. Voitures incendiées, dégradation de permanence, courriers injurieux. Depuis plusieurs mois, les parlementaires En Marche sont particulièrement touchés par ces actes de violence. On a eu donc plus de 80 dégradations, exactions commises sur des permanences parlementaires, sur parfois des domiciles, des intimidations au domicile. Donc d'abord, moi je voudrais témoigner mon soutien à ces élus, de redire combien c'est grave ce qui se passe, combien l'atteinte à notre démocratie est grave. Une atteinte à la démocratie dénoncée par l'exécutif, après également ces images chocs, samedi, lors du dernier rassemblement des Gilets jaunes à Paris. Les casseurs s'en prennent alors à la façade de l'Assemblée nationale avant de taguer celle du Sénat. Le signe d'une escalade des violences donc à l'encontre du Parlement. Mathieu Darnaud, comme toute la classe politique, Laurent Wauquiez a condamné l'incendie, mais il a précisé si les paroles d'écoute avaient eu lieu plus tôt, on n'en serait pas là. Est-ce que pour Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron est un peu responsable de ces violences ? Je ne veux pas parler pour Laurent Wauquiez, je condamne... Il est le chef de votre parti. Oui, bien sûr, mais je condamne, comme toute la classe politique l'a fait, ces agissements. Et je vais même plus loin. Je pense sincèrement, et je le dis à l'endroit de ceux qui pensent que la violence apportera des réponses, que nous ne sortirons de tous ces sujets que par le haut. Alors oui, dans le prolongement de ce que vous disiez, il faut de l'écoute. Il faut que le chef de l'État, bien sûr, aille au-devant de nos concitoyens des maires, mais il faut de l'écoute, il faut de la considération. Je crois que nos concitoyens nous le disent, nous avons besoin de considération. Mais pour revenir à cette question, oui, il faut condamner absolument toutes ces violences, toutes ces dégradations. Et encore une fois, je pense que nous avons besoin d'être dans un temps de l'apaisement, dans un temps de l'écoute et dans un temps de la prise en compte des revendications de nos concitoyens. À votre sens, pourquoi les élus sont pris pour cible ? Je crois que c'est... c'est relativement symbolique. C'est la volonté de l'expression d'une violence qu'ils considèrent être la violence de la société, une façon de se faire entendre, qui n'est à mon avis pas la bonne manière de se faire entendre et qu'il nous faut condamner collectivement. Je crois que nous avons besoin de retrouver, c'est pour ça que j'utilise à dessein ce mot d'apaisement, véritablement, des temps d'échange, d'écoute collective, pas simplement sur le grand débat. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas que ce ne soit qu'une séquence. Il faut que nous redéfinissions ce qui fait sens, ce qui fait société pour nous. Quelles sont demain les voies qui nous permettront de répondre à la fois à ce qui est anxiogène, encore une fois, pour l'ensemble des Françaises et des Français, qui leur permet d'avoir des réponses quant à la faculté qu'ils ont de se projeter dans l'avenir. Et ça peut se faire que dans un pays où on met l'écoute et le débat au cœur de la vie démocratique. Quand on voit l'Assemblée
l'Assemblée nationale prise pour cible, comme on l'a vu dans ces images, quand on voit le Sénat pris pour cible, est-ce que cette haine des institutions qui est inédite est particulièrement inquiétante? Oui, bien sûr qu'elle est inquiétante. Bien sûr qu'elle est inquiétante. Elle est choquante. Je considère qu'on est dans un pays où on a la capacité de s'exprimer. Quand vous parliez tout à l'heure de l'initiative de Gérard Larcher sur le droit de pétition, je pense qu'il nous faut aussi réactiver ce type d'outils et d'instruments pour écouter encore un peu recréer plus du lien entre les citoyens et et les recréer élus. du lien. Tout ce qui participe à recréer du lien. Et c'est pour ça aussi que le Sénat est important, parce que les sénateurs, mais comme nombre de députés, sont sur le terrain et sont à l'écoute de nos concitoyens. Mathieu Darnaud, je disais sénateur, les Républicains de l'Ardèche, justement, la préfète de l'Ardèche a donc décidé de porter plainte après que sa voiture ait été stoppée par des manifestants au rond-point de Millet, à Aubenas. 2 véhicules de la préfecture ont été endommagés. La préfète a été exfiltrée. Est-ce que vous êtes, vous, solidaire de cette plainte ? Écoutez, moi je crois qu'il faut encore une fois condamner toute forme de violence. Et la CGT parle de admissible. manipulation, vous avez vu ? Écoutez, je laisse à la CGT ses commentaires. Moi je condamne de façon claire, uniforme, toute forme de violence. Je crois qu'elles n'ont pas lieu d'être dans notre pays. On a moyen de pouvoir se parler, échanger. Je crois qu'il faut être clair sur ces sujets. Il n'y a pas la place avec cette plainte à la violence. Merci beaucoup Mathieu Darnaud, sénateur Les Républicains de l'Ardèche, d'avoir été notre invité. On passe dans une seconde à l'œil de... À tout de suite. Mathieu Darnaud quitte ce plateau et fait son entrée. Denis Baranger, bonjour. Vous êtes professeur de droit constitutionnel et c'est votre œil ce matin, votre décryptage qu'on attend. Bonjour Denis Baranger, merci d'être là. Les violences, on en parlait à l'instant, les violences inédites contre les parlementaires, contre les élus. Le domicile personnel de Richard Ferrand incendié, les manifestants qui tentent de prendre d'assaut l'Assemblée nationale, dégradation également sur le Sénat. Est-ce que la démocratie aujourd'hui est menacée ? On n'en est pas là, mais le contexte est néanmoins préoccupant. Il y a une hausse de la violence, une hausse de toutes les violences, mais spécialement de la violence dirigée contre les institutions. Et le phénomène frappant aujourd'hui, par-delà les attaques contre l'Assemblée et le Sénat, je veux dire les bâtiments, les institutions, il y a les attaques contre les parlementaires pris individuellement. C'est la chose la plus frappante. Cette violence, elle est inédite, cette violence contre les élus, elle est inédite dans la Ve République ou est-ce que c'est déjà apparu, on a déjà vu ça ? Oui, sous cette forme. Parce que les précédents qu'on peut convoquer ne sont pas particulièrement comparables. On peut penser à mai 68, on peut penser à des violences sporadiques de type social, par exemple des attaques d'agriculteurs contre des préfectures, mais des attaques directes contre des parlementaires, des violences physiques. Contre leur domicile. Contre leur domicile, et pas seulement ce qui est arrivé à M. Ferrand. J'ai entendu sur ce même plateau des sénateurs dire qu'il y avait des gilets jaunes devant chez eux qui les attendaient avec une certaine brutalité de comportement. Ça me paraît inédit sous la Ve République. Il faut remonter assez loin dans notre histoire pour trouver des éléments de comparaison. Pourquoi les élus sont pris pour cible de cette façon ? Qu'est-ce qu'ils incarnent pour susciter une telle violence envers eux ? Je pense qu'ils sont à la fois accessibles parce qu'on les rencontre localement, sur le terrain, donc plus exposés, mais qu'en même temps, ils sont associés dans les représentations des manifestants et des militants au pouvoir et aux élites. Donc en réalité, ils sont considérés comme des privilégiés. Il ne faut pas sous-estimer que dans la manière dont les gens abordent très concrètement, localement, leurs élus, ils les considèrent comme des gens qui sont bien payés, qui ont un niveau de vie élevé, qui donc ne sont plus comme eux, qui prennent l'avion, qui vont à Paris, qui donc ne sont plus des représentants qui sont un bon miroir de leurs électeurs. Pour reprendre un vocabulaire révolutionnaire classique, ils sont considérés par les manifestants comme faisant partie du problème et non pas de la solution. Samedi, les manifestants se sont massés près de l'Assemblée, devant l'Assemblée nationale. Est-ce que ces images, cet événement peut faire écho au 6 février 1934 ? Écoutez, il y a certes des analogies, parce qu'il y a les attaques contre les assemblées, il y a l'ambiance de crise morale, les scandales. Il y a une dimension de crise du régime représentatif. Alors, il faut peut-être rappeler ce qui s'est passé le 6 février 1934. Des ligues d'extrême droite se sont massées place de la Concorde et ont tenté de marcher vers l'Assemblée nationale. Voilà, on est dans une période de montée des extrêmes, de formation assez structurée de ligues d'extrême droite et de ligues d'extrême gauche. Le préfet Cap, qui était le favori de la droite et de l'extrême droite, est révoqué par un gouvernement modéré. Et sur la base de cette révocation à laquelle les ligues d'extrême droite sont hostiles, il y a des manifestations très violentes. Il ne faut quand même pas trop comparer. Il y a 30 à 40 morts à la fin du 6 février 1934. Bon, il y a eu un blessé grave samedi dernier. Le niveau de conflictualité et ce qu'on pourrait appeler la maturité de la crise ne sont pas les mêmes, à mon avis. Pour terminer, est-ce que cette haine
des institutions, elle est particulièrement inquiétante aujourd'hui. Écoutez, oui, parce qu'il y a une haine de toutes les institutions. Les policiers, les pompiers, les hôpitaux, tous les élus, y compris les élus locaux. Il y a une banalisation de toutes les formes de haine, la haine antisémite, la haine antireligieuse en général, qui deviennent normalisées dans le débat public, parfois avec le soutien de certains partis, ce qui est préoccupant. Et puis maintenant, à mon avis, pour la première fois depuis 1958, il y a la question sérieuse du régime. Jusqu'à maintenant, on trouvait que la Ve République fonctionnait assez bien, merci beaucoup, thank you very much. Maintenant, je pense que la question devient plus sérieuse parce qu'on voit bien tout de même qu'au niveau de la base, au niveau de la représentation, les gens ont un problème avec le régime. Et la sortie de crise, elle ne passe que par un changement de régime, c'est ça que vous nous dites? Non, c'est pas ça que je dis que c'est la première fois, parce qu'à mon avis, il n'y a pas de solution au problème du régime en termes d'ingénierie constitutionnelle, on n'a pas de solution alternative. Mais maintenant, c'est remis en cause. Voilà, c'est ça que je dis. Denis Béranger, est-ce que le droit constitutionnel s'enseigne de manière assez moderne? Je veux dire par là, est-ce que les jeunes aujourd'hui ont accès à ces connaissances-là? Est-ce qu'il n'y a pas un problème au fond d'accès à ce type de savoir? Vous êtes professeur de droit constitutionnel, Denis Béranger. Il y a un problème de convergence entre intéresser les gens à la politique et leur faire comprendre ce que c'est que les institutions. Parce que pour le moment, désormais, on leur fait lire des arrêts. On leur fait lire des arrêts oui, du Conseil. Justement, ça paraît... Ben, oui, tout à fait. Il y a une disconnexion. Pas très intéressant. Non, c'est pas intéressant. En réalité, le droit constitutionnel, c'est intéressant parce que c'est la vie politique, c'est notre lien à la démocratie et à la vie politique. Il faut montrer aux étudiants que ce lien existe et qu'il est concret. La discussion sur le droit de pétition, c'est une discussion concrète. La discussion sur le RIC, c'est une discussion concrète. Je pense que c'est ça qu'il faut faire en droit constitutionnel, puisque vous me posez la question. Merci beaucoup, Denis Béranger, professeur de droit constitutionnel. On va passer à l'agenda, ce qui se passe au Sénat. Ça va ce matin. Aujourd'hui, il faut suivre à partir de 14h30 le vote solennel de la loi PAC, la loi pour la croissance et la transformation des entreprises. Explication de vote, puis vote solennel. Autre temps fort, la nouvelle lecture du projet de loi de réforme de la justice et de renforcement de l'organisation des juridictions. C'est à 16h. En séance, à 16h30, rendez-vous important, l'audition des représentants de la Conférence des évêques de France. La mission commune d'information sur la répression des infractions sexuelles sur les mineurs auditionne donc pour la première fois des représentants de la Conférence des évêques de France. Merci Saveria, on va suivre évidemment tout ça de très près. On passe maintenant à la revue de presse dans un instant, à tout de suite. Revue des presses de la presse quotidienne régionale, revue de presse de la PQR, comme on dit, avec le Courrier de l'Ouest, un des journaux du groupe Ouest France, avec ou sans voiture. Ils n'ont pas le choix à la une aujourd'hui. La réforme du bac entrera en vigueur en 2021, mais dès maintenant, lycéens, parents, enseignants s'inquiètent des changements annoncé. La réforme met en colère de nombreux professeurs principaux un peu partout en France. Une réforme, selon eux, trop floue. Dès cette année, elle entraîne la disparition des filières S, ES et L dans les lycées. L'apparition à la place de 12 enseignements de spécialité. 150 professeurs principaux ont jeté l'éponge. Ils estiment n'être pas assez compétents pour aider les secondes dans leur choix. Merci Saveria. Un baccalauréat qui va changer. C'était la photo de une, bien sûr. Et moi, j'avais lu le titre pour la Marseillaise. Oui. Et maintenant, les mardis de l'urgence sociale. C'est à la une de la Marseillaise. Après les samedis des Gilets jaunes, les mardis de la CGT lance un rendez-vous hebdomadaire pour rappeler la responsabilité du patronat dans la situation sociale actuelle. Les mardis de l'urgence sociale, la Confédération Générale du Travail propose de réitérer chaque semaine, en parallèle au grand débat national organisé par l'exécutif, qu'elle boycotte. La centrale syndicale préfère réclamer sur le bitume des revendications que partagent les Gilets jaunes: augmentation du SMIC, réforme de la fiscalité, rétablissement de l'ISF ou encore développement des services publics ou liberté de manifester. Les dernières nouvelles d'Alsace, titre voter comme en Suisse, on en parle souvent dans cette émission. Les Suisses votent plusieurs fois par an pour trancher des sujets de portée nationale ou locale, une sorte de démocratie directe que réclament les partisans du référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que ça serait possible en France? Un tel système repose sur une forte dose de fédéralisme, difficile donc à mettre en place. Et puis c'est Libération Champagne ce matin qui se penche sur les fameuses dates de péremption. Est-ce bon ou mauvais? Faut-il revoir le système? Plusieurs associations ont proposé de repousser d'un jour les dates limites de consommation afin de limiter le gaspillage. Elles assurent que ça réduirait le gaspillage alimentaire de 170 000 kilos
par an sans nuire à la santé des consommateurs. Ces derniers respectent déjà plus ou moins les dates affichées. Elles sont responsables à elles seules de 20% du gâchis de nourriture, constate le livre blanc sur cette question. C'est la plus grosse source de gaspillage dans la grande distribution. Des associations proposent ainsi des pistes anti-gaspi très concrètes, comme celle d'allonger d'une journée la durée de vie des produits. Et puis vous avez sélectionné la une de la Provence avec un sujet dramatique, c'est la grande extinction chez les insectes. 80% des insectes ont disparu en 30 ans. Près de la moitié des espèces d'insectes essentielles aux écosystèmes comme aux économies sont en déclin rapide dans le monde entier. Alerte une étude qui met en garde contre l'effondrement catastrophique en milieu naturel. La conclusion de l'étude est claire. À moins de changer radicalement nos façons de produire nos aliments, les insectes ont repris le chemin de l'extinction en quelques décennies, soulignent les auteurs de ce bilan effrayant. Oui, on le voit quand on circule la nuit notamment, on n'a plus d'insectes sur son pare-brise. C'est une des conséquences de cette grande extinction. Merci beaucoup Savaria, on se retrouve demain pour l'actualité parlementaire et politique. Merci à vous. Dans un instant, avant qu'on se retrouve, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France et dans les départements français d'Amérique, du Pacifique, des Caraïbes et de l'océan Indien, dans les territoires français de ces zones-là. Et puis le Zap Matin, Christophe Combarieux revient sur ce qui s'est passé également et dans les matinales d'infos chez nos confrères, ainsi que dans les journaux télévisés et les émissions politiques hier soir. Puis on se retrouve après. Merci Savaria. Très bonne journée. À tout de suite. Très bonne journée. À demain. À demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Ces manifestations deviennent de plus en plus intolérables parce qu'elles génèrent systématiquement, et quoi qu'en dise la majorité des Gilets jaunes, des comportements scandaleux. Avec des bris de vitrines, du saccage de mobilier urbain, des graffitis injurieux. Et donc quand je vois des gens qui fracassent des vitrines de commerçants, quand je vois des violences extrêmement haineuses, y compris contre toutes sortes de situations. Je trouve ça vraiment scandaleux. On sait toujours qu'il y a une partie violente qui arrive, il y a toujours ça, et la question qui est à se poser, c'est comment le gouvernement y fait face, déjà dans ses réponses politiques, et de ce point de vue-là, il est complètement à côté de la plaque, mais en plus de ça, dans le type de consignes qu'il donne. Et les consignes ne peuvent qu'entraîner l'escalade de la violence. Il y a une forme de romantisme révolutionnaire chez certains, qui est absolument insupportable, parce que pour les gens, c'est des violences physiques sur la police, c'est des violences dans les rues des grandes villes. Et vous le savez, les commerçants et notamment les habitants de certaines grandes métropoles se plaignent parce qu'ils ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires. Il y a des gens qui ont dû licencier suite à ça. C'est autour du milliard d'euros de pertes économiques liées à la sous-activité des commerces et auquel vient s'ajouter le coût direct des dégradations. Et pour la ville de Paris, on peut d'ores et déjà chiffrer ce coût direct de réparation à plus de 10 millions d'euros. Et puis tous les samedis, les gens ne viennent plus en ville. Ils désertent, ils anticipent, ils se disent que le samedi, faut surtout pas aller en ville, faut surtout pas risquer les violences qui viennent systématiquement après les manifestations. C'est le fait, en partie, et j'ai bien dit en partie, d'un noyautage donc de mouvances d'ultra-gauche, et on l'a vu samedi, ou d'ultra-droite en d'autres endroits du territoire. Mais samedi, à Paris, c'est l'ultra-gauche qui était à la manœuvre. Pourquoi est-ce qu'on ne dissout pas aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, tous ces groupuscules d'extrême-gauche qui sont parfaitement identifiés ? Je pense à toutes les milices Antifa, les Black Blocs qui viennent systématiquement et qui sont toujours les mêmes, d'ailleurs, qui sont parfaitement identifiés par les services de renseignement. On arrive à 3 mois de ce conflit.
où la violence prend le pas sur un certain nombre de revendications, et ça ne doit pas faire disparaître ces revendications, et ça ne doit pas nous empêcher d'être intraitables avec cette violence, d'où qu'elle vienne. On voit certains partis extrémistes qui effectivement font en sorte que le mouvement dure pour mettre en cause le gouvernement. Et quand on a convoqué beaucoup à l'insurrection, en tout cas à la révolte, à la remise en cause des institutions, eh bien on récolte ce qu'on a semé. Et de ce point de vue-là, effectivement, ils jouent un jeu trouble. Voilà, demain, nous recevrons dans Territoire d'Info en direct Christian Estrosi, le maire de Nice, président de la métropole. Ce sera l'invité politique de Territoire d'Info. On se retrouve évidemment demain aux mêmes heures. Merci de votre fidélité et bonne journée à tous. Au revoir.